Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Sophie Robert-Velu, je suis dirigeante pour les laboratoires Expanscience, qui est une entreprise familiale française qui a 70 ans et qui notamment vend et produit les produits Mustela, que vous connaissez peut-être si vous avez des enfants. Et des petits-enfants déjà. Et des petits-enfants, voilà, enchantée. Eh bien bonjour, enchanté, Alexandre Chrétien, je suis dirigeant d'Astracan, qui est une entreprise de services numériques, et je suis l'un des cofondateurs de la Convention des entreprises pour le climat. Et Jean Rotner, président de la région Grand Est, médecin de formation et en charge au sein de la campagne de Valérie Pécresse des sujets d'urgence écologique, c'est très large, puisque ça va du climat, ça va de l'énergie jusqu'aux mobilités. Et je partage cette fonction avec Yann Verling. Je commence ? Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, on va aborder 3 thématiques. La première dont je voulais vous parler, un titre, enfin je l'intitule « Claque climatique ». Parce qu'à la CEC, à la Convention des entreprises pour le climat, on est 150 entreprises et on travaille à la redirection de nos entreprises, de nos modèles d'affaires notamment, pour être capable de passer le cap du changement climatique et de la crise qui s'annonce. Et dans ce contexte-là, le parcours qu'on nous a offert à cette Convention des entreprises pour le climat commençait par une première session autour de la prise de conscience environnementale. Et ça a été un moment très important pour nous parce qu'on a réalisé l'urgence, la gravité et l'impact en fait, que cette crise climatique qui s'annonce et qui est partie, le coup est parti pour nous, va avoir sur à la fois nos vies, nos enfants, mais aussi sur le tissu économique, notamment français. Et donc, moi, il y a des choses dans ce constat climatique qui ont réellement m'ont fait vibrer et m'ont fait réagir. Si je dois mentionner des choses, c'est 30% des espèces vivantes qui sont en train de s'éteindre autour de nous. Le fait qu'en 2100, on projette qu'il y ait une ligne de désertification en dessous de la Sibérie, aucune terre cultivable. Donc imaginez quand même que mes petits-enfants vont vivre ça. Ça a été un vrai choc. Donc je me suis mis à travailler dans la CEC. Et donc mon point, c'est de savoir, pour Valérie Pécresse, que vous représentez sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience environnementale qui a fait qu'aujourd'hui, elle propose un programme, et est-ce que vous pouvez m'en parler? Avec Valérie, on partage peut-être une même responsabilité, c'est d'être président de région. Et une même passion tous les deux, qu'on s'est découvert au fur et à mesure de nos mandats, c'est celle de la forêt. Moi, j'ai eu un choc, une claque, qui est, quand je suis devenu président de région en 2017, c'est celle de découvrir dans la vallée d'origine, celle de mes grands-parents, l'état de la forêt en France. Dû naturellement aux maladies, mais dû aussi à la sécheresse. Et c'était une forme de, au-delà du constat, une forme de mobilisation extrêmement forte, de comprendre le phénomène. J'étais un peu nouveau dans la fonction, je suis médecin, la forêt, a priori, j'y connais pas grand-chose. Quand on est président de région, c'est pas forcément la première de nos priorités. Et je pense que j'ai mis vraiment toutes mes forces et mon énergie à essayer de structurer à la fois la filière et les solutions que nous pouvions trouver. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Moins de 5 ans plus tard. Valérie, je le sais, a cette même préoccupation sur le massif forestier, par exemple, d'Île-de-France. Souvent méconnu, pas forcément exploité. Et nous avons convenu depuis de travailler ensemble. Et donc c'est un des sujets communs que nous portons, qu'elle porte particulièrement. Et j'étais très heureux de l'accueillir dans les Vosges il y a quelques jours, où elle a annoncé un certain nombre d'éléments qui font bien comprendre que sa prise de conscience, elle est là. Elle est là, fondée sur le terrain, fondée sur cette volonté, sur cette prise de conscience, comme vous le dites à l'instant, il y a des lignes qui remontent petit à petit. Il y a un rapport du GIEC qui est juste terrible, dans une campagne électorale dont on n'en a pas vraiment entendu parler. Eh bien, tout cela, je crois que cette prise de conscience, en tout cas, elle est forte, elle est là, et elle est vraiment dans ses tripes, avec une envie de changer. Intéressant parce que justement, quand je regarde le programme qui a été annoncé, il y a des choses qui m'ont interpellée, et notamment il n'y a pas de planification de dépenses publiques aujourd'hui sur la notion de transition écologique ou de planification sur les 4 ans d'un mandat potentiel.
Et dans mon entreprise, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a précisément décidé d'anticiper les risques et les dépendances de notre entreprise sur les notions de raréfaction des matières premières, augmentation des coûts des transports notamment. On sait que la crise climatique, et alors encore plus en ce moment on le voit avec la crise géopolitique qui est en train de se passer, mais c'est un espèce de galop d'essai finalement de ce qui va se produire dans les 10 ou 20 années qui viennent. Il y a absolument nécessité en tant que chef d'entreprise de planifier et de mettre un budget face à ça. Et j'étais étonnée que vous reposiez en fait l'investissement sur de l'investissement privé exclusivement. Et voilà, je voulais vous faire réagir sur ce sujet-là. Deux choses, c'est de dire, ok, ce que consacre aujourd'hui la France, on va dire la cause écologique en général, c'est de le maintenir et de l'amplifier aujourd'hui avec une fusion du livret A et du livret développement durable qui est plus affecté aux missions de préservation de la planète et de transition. C'est grosso modo 150 milliards, c'est pas anodin. Ça veut dire que cette planification financière existe. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à un budget. C'est plutôt la manière et la méthode à la tête de l'État comme dans vos entreprises où il faut, je pense, être en rupture avec ce que nous faisions jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a un cadre national, c'est décliné depuis le national. Moi, je retiendrai quelque chose de très fort, c'est la volonté décentralisatrice de Valérie Pécresse, en disant il y a des missions aujourd'hui qu'il faut confier aux territoires, aux régions quand c'est de leurs compétences, aux départements, aux grandes métropoles, et tout particulièrement dans ce qui est renouvelable, dans ce qui est peut-être organisation de l'État. Pourquoi est-ce que nous ne régionaliserions pas, par exemple, l'ONF, l'ADEME? Ce sont des sujets où il faut revenir au plus près pour organiser au mieux et pour être le plus efficace. Et les chefs d'entreprise que vous êtes ne me contrediront pas en pensant que être en rupture, être finalement à la fois dans la claque que l'on reçoit, dans le choc peut-être des solutions, dans la nécessité d'être dans une écologie de la qualité, du faire, c'est au plus près des territoires qu'il faut le faire. Et ça, peut-être dans une rupture aussi de la relation entre l'entreprise et le politique. Aujourd'hui, il y a trop d'éloignement entre ces deux mondes. Pour moi, il faut vraiment les rapprocher. La responsabilité sociale et environnementale, elle est extrêmement profitable aux politiques publiques. Pourquoi? Parce que ce que vous faites dans vos entreprises, les démarches de qualité, de transformation, de gestion de ressources humaines profondément différentes, de qualité de vie au travail, de santé au travail, eh bien, c'est autant d'éléments que ne devront pas forcément porter des politiques publiques de manière solitaire. Mais aujourd'hui, je crois à cette rencontre, moi, entre le public et le privé. Okay, bah ça m'amène d'ailleurs à la deuxième question qu'on voulait vous poser, qui était autour de compter ce qui compte. Parmi les éléments de claque climatique que j'ai reçus, je me suis dit je ne peux pas continuer à ne penser que croissance de mon chiffre d'affaires, et donc pour un politique du PIB. Je ne peux pas continuer à ne penser que profit et RCAI. Il faut absolument que je commence à compter et à changer de boussole en fait, et être capable réellement d'intégrer des facteurs extra-financiers, des indicateurs extra-financiers au sein de mon PNL. Donc travailler sur une comptabilité carbone par exemple. Donc là-dessus, la question que j'ai envie de vous poser, c'est parce que je ne le vois pas aujourd'hui dans le programme de Valérie Pécresse, qu'en est-il d'indicateurs extra-financiers? Qu'est-ce que vous allez faire pour justement permettre aux entreprises, mais aussi aux politiques, de changer de boussole et de mesurer l'impact environnemental et social des entreprises des États pour planifier cette sortie de crise? Ce qui serait intéressant, c'est que nous arrivions avec le monde entrepreneurial à inventer un PIB de la qualité. Et la croissance qualitative. Et pas simplement un PIB financier ou un PIB orienté vers la finance ou vers des résultats purement budgétaires. C'est aujourd'hui ce que font, et je pense qu'il faut l'encourager, un certain nombre de collectivités qui vont dans ce que l'on appelle des budgets durables. C'est-à-dire que leurs politiques publiques sont évaluées et sont transformées en évaluation complètement transversale des objectifs qu'il faut porter aujourd'hui dans la transformation des politiques publiques, par exemple en matière de préservation du climat, de production de gaz à effet de serre, de responsabilité sociale et environnementale. Nous appliquons déjà cela à l'intérieur d'un certain nombre de nos collectivités. La droite et le centre, aujourd'hui, sont à la tête quand même de
60% des collectivités publiques à l'échelle de ce pays. Je crois que nous devons montrer l'exemple aussi au sein de nos collectivités, dans la proximité, dans l'accompagnement. La vision de Valérie, c'est là aussi de se défaire de cette hyper-centralisation, cette hyper-technocratie pour arriver justement à laisser de la liberté au territoire et à la proximité pour fixer ses propres indicateurs. Ce qu'on va faire chez moi dans le Grand Est, ce ne sera absolument pas les mêmes objectifs, je pense, qu'en Occitanie ou que dans le sud de la France, du côté de Marseille. Il faut que nous collions à la réalité des territoires, à la densité des territoires, à l'accompagnement de ces territoires-là. Et c'est simplement à un moment donné de la confiance, de la bienveillance. C'est des choses qu'il faut encore écrire et encore écrire ensemble. Le mettre comme ça dans un programme électoral en disant voilà, c'est ce qu'on va faire, je pense qu'on y croit. On y croit peu. C'est plutôt comment est-ce qu'on le construit dorénavant ensemble et comment est-ce qu'on le construit très vite parce qu'on n'a plus le temps. J'ai une petite question du coup, parce que la France a signé les accords de Paris, donc il y a le futur élu aura, ou la future élue aura la responsabilité d'assumer ces accords. Il y a le Green Deal européen. Quelle vision a Valérie Pécresse de tenir ces engagements, sachant qu'aujourd'hui on n'est pas sur la trajectoire de ces accords de Paris? Vous avez pris l'exemple des émissions de gaz à effet de serre, mais on l'a aussi effectivement sur l'effondrement de la biodiversité, on l'a aussi sur la déplétion des ressources et sur les sujets de pollution. Comment vous intégrez ça au programme? Sur des éléments de biodiversité, je pense que, et vous avez raison de le soulever, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'énergie, on parle beaucoup de climat en général, mais la biodiversité est quelque chose qui est assez peu explicité, sur lequel il y a peu d'engagement à l'échelle de notre pays, quels que soient d'ailleurs les secteurs politiques, économiques, citoyens. Il y a des ONG, certes, qui nous sensibilisent à cela, et je pense que nous devons aller beaucoup plus loin sur ces sujets et être beaucoup plus forts. Un certain nombre de régions, dont la mienne par exemple, viennent de bénéficier d'un programme européen qui s'appelle le programme LIFE, où pendant 10 ans, nous sommes là aidés, soutenus par l'Europe pour être beaucoup plus engagés là-dedans. Vous parliez de quelques espèces. À l'échelle d'une région comme la mienne, c'est 1200 espèces qui sont sur une liste rouge. C'est une prise de conscience quand on est élu. Je ne sais pas si le citoyen, on en a encore aujourd'hui, ou on en a déjà conscience. Je pense qu'il faut forcer beaucoup plus sur ces sujets-là. Je pense que, en tout cas, pour Valérie, l'écologie n'est pas plus de gauche que de droite. L'écologie, aujourd'hui, elle est constante, elle est présente, et c'est pas pour rien qu'elle nous a chargé de l'urgence écologique sur tous ces aspects. C'est-à-dire qu'il faut que dans toutes les politiques publiques aujourd'hui, de manière complètement transversale, et je ne sais pas si vous avez noté cela, mais elle a fait cette proposition qui passait relativement inaperçue, c'est de dire elle proposerait un vice-premier ministre en charge de l'environnement, du développement durable, et effectivement de pouvoir, de manière complètement transversale à côté du Premier ministre, parfois au-dessus de Bercy, eh bien, animer cette politique nationale dans une vision quelque part d'un nouveau Grenelle qu'elle appelle en tout cas de ses voeux. Il lui faudra un budget quand même à ce vice-ministre. Oui, mais bien sûr, il faudra un budget. Il faudra un budget, mais il faudra aussi une capacité et une impulsion politique. Vous savez, tout ne se réglera pas dans des rimes continuelles où on essaie de grappiller un petit peu de ci, de là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une organisation politique, il faut une volonté politique, il faut une affirmation, que ce soit celle du futur chef de l'État, du Premier ministre, et à côté de lui d'un ministre, effectivement, qui soit complètement transversale, parce que c'est une priorité majeure, aux yeux en tout cas de Valérie Pécresse. Sur la liberté que vous voulez donner et la confiance, je comprends, parce qu'effectivement, on ne peut pas gouverner des collectivités territoriales en imposant. Néanmoins, moi j'ai aujourd'hui 15 filiales dans mon entreprise, et elles me demandent des indicateurs précis, elles me demandent des priorités, parce que quand on ne donne pas les indicateurs qui comptent en premier, quand on traite justement de la transition climatique, c'est très difficile pour eux de savoir, entre l'eau, entre la facture énergétique, entre la pollution, les déchets plastiques notamment, puisque nous on fait des cosmétiques, donc il y a des flacons plastiques, il faut qu'on les réemploie, etc. Il y a tout ce sujet-là. Il faut leur donner des indicateurs
prioritaire. Donc, dans cette notion de donner une liberté à chaque territoire, est-ce que vous n'avez pas peur finalement qu'il n'y ait pas de cohérence dans le plan de chacune de ces régions? La liberté des territoires n'exclut pas forcément un cadre national qui soit fixé par le national. Quand Valérie dit, on a parlé avec Jean-Louis Borloo, d'ailleurs le père du Grenelle, il nous a expliqué à la fois la méthode et l'implication des uns et des autres avec des indicateurs qui étaient fixés, une marque finalement qui se développait. Toute la France avait compris ce qu'était le Grenelle, qui était balayé finalement par le pouvoir suivant, et c'est dommage. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites il faut des indicateurs. Les collectivités locales, la proximité, sont en capacité de tenir des indicateurs. Par contre, il faut des indicateurs sur la durée. Vos filiales, elles savent à quel moment elles doivent obtenir le résultat, et pas des indicateurs de l'immédiateté. Et aujourd'hui, on est trop dans, on supprime le glyphosate, on supprime cela, on introduit des ZFE qui posent des problèmes. Pour les élus aujourd'hui, il y a le zéro artificialisation nette, tout le monde est pour. Et c'est sur la méthode et la manière d'y arriver, la pédagogie. Mais il faut un plan. Mais il faut un plan. Dans la durée. Il faut un plan dans la durée. Les régions, à travers par exemple leur SRADET, sont en charge d'écrire ce plan aujourd'hui ou de le réécrire, mais en accompagnant et en se disant que dans la ruralité, le zéro artificialisation nette, ce n'est pas la même chose que dans une métropole. Et ça s'accompagne de manière différente. Aujourd'hui, on a des élus, comme vous, dans vos filiales. Il y a parfois des collaborateurs qui ont encore besoin de progresser, d'apprendre, d'intégrer ces éléments qui sont des éléments certes fondamentaux pour votre entreprise, pour notre collectivité, pour notre collectif, mais qu'il faut savoir accompagner. J'ai des élus, moi, qui me disent encore aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Eh bien, accompagnons-les. Oui, parce que effectivement, Sophie parlait à la CEC, on doit, dans notre parcours, transformer nos modèles d'affaires en respectant les limites planétaires. On en a passé la 6e, et il y a du coup un certain nombre des activités, puisque le panel des 150 couvre un spectre très large d'activités, et du coup, il y a certaines activités qui doivent s'arrêter. Donc, ce qui veut dire que quand on va parler de transition, voire de transformation écologique, ça nécessite certaines activités qui vont s'arrêter. Et à l'inverse, ça va créer aussi beaucoup d'opportunités. Quand on lit le rapport de plan de transformation de l'économie française, par exemple du Shift Project, il parle de 300 000 créations d'entreprises nettes, mais avec des créations et des destructions d'entreprises. Comment vous, en tant que futur dirigeant politique, ou Valérie Pécresse, elle prévoit d'intégrer ça à son programme et d'accompagner du coup cette transformation de l'économie française qui est très importante et qu'il faut faire en plus dans un délai assez court, au moins sur celle du mandat? C'est majeur, cette transformation est majeure, touche l'industrie automobile. Vous parliez de l'industrie du plastique. Aujourd'hui, on voit la transformation et l'arrivée de la transformation enzymatique, contrairement à la transformation mécanique qui arrive. Ça veut dire qu'il faut former, qu'il faut apprendre, qu'il faut accompagner. Je crois que c'est absolument majeur. Sur les objectifs aussi en matière, par exemple, d'industrie automobile, où on a des objectifs très forts, en 2035, 2050 pour aller plus loin, mais 2035 et la fin de la voiture thermique en 2035, c'est un engagement politique fort que prend Valérie Pécresse et qui nécessite aujourd'hui d'être extrêmement clair par rapport à l'industrie automobile, par rapport à ses dirigeants, dire voilà comment on va vous accompagner, voilà comment on va transformer finalement les territoires. Aussi, je viens moi d'un territoire particulièrement concerné par ces sujets. On pourrait prendre les Hauts-de-France, où la transformation se fait finalement d'une industrie automobile traditionnelle extrêmement forte vers aujourd'hui l'implantation de gigafactories liées aux batteries et à l'industrie et à la relocalisation de ces industries. Je reprends un exemple proche de mon terrain, celui que je connais, mais je sais que Valérie est extrêmement sensible à ces sujets qui sont ceux de la relocalisation industrielle. Aujourd'hui, j'ai un plan, moi, dans ma région, de relocaliser 500 entreprises. Nous sommes à 68 entreprises, 1400 emplois que nous venons de relocaliser, 42 millions d'euros, finalement, de réimplantation d'une chaîne de valeur à l'échelle de notre région, dans des domaines très variés, mais qui permettent, finalement, au bout du compte aussi, d'avoir un coût carbone diminué, d'avoir des transformations et des formations qui s'adaptent aux réalités de terrain et aux besoins de terrain. Et
Mais ça se fait de manière quasi immédiate, là aussi, en accompagnant et en permettant aux entreprises de venir dans le champ du politique et d'être dans la décision par bassin d'emploi, par filière, disant voilà ce dont nous avons besoin et nous mettons les moyens. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de critères qui vous font choisir que telle ou telle entreprise vient s'implanter ou que vous incitez du coup les relocalisations de certaines activités? Il y a des critères, vraiment, un critère très simple, celui de l'hydrogène par exemple. L'hydrogène grise, non. L'hydrogène verte, oui. C'est un critère très simple, compris, et je crois que ça, c'est vraiment le bon exemple aujourd'hui de cette éco-conditionnalité d'accompagnement qui se fait. C'est le travail que l'on peut faire sur la géothermie sur certaines zones de nos territoires, où à travers la géothermie, on a à la fois on est vertueux parce qu'on est en capacité d'extraire de nouveaux réseaux de chaleur qui sont bénéfiques pour les communes, les habitants du secteur, et en même temps on extrait du lithium. Et on est en capacité de recréer sur notre territoire aujourd'hui une filière de lithium qui n'a jamais existé, mais de la créer et d'être moins dépendant. Et il y a le grand sujet qui arrive, on en parle peu, mais c'est celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Dans la crise du moment, je crois que là aussi, nous devons prendre des décisions, aussi par rapport à l'Europe, qui sont peut-être parfois des retours en arrière transitoires par rapport à des décisions qui ont été prises, mais qui nous permettent d'être autosuffisants. Alors, c'est un super exemple, l'agriculture, puisque typiquement, là, pour le coup, la balance de création nette serait évaluée à 500 000 équivalents temps plein, donc il y a de formidables opportunités, mais il y a des difficultés à trouver de la main-d'œuvre et avoir les bonnes compétences. Or, dans la transformation économique, il faut qu'on ait bien les deux, qu'à la fois il y ait cette formation, qu'on ait les bonnes compétences, mais qu'on ait aussi, du coup, la main-d'œuvre. Comment Valérie Pécresse envisage-t-elle Il y a de la considération déjà à avoir pour ce secteur agricole. Il y a effectivement aujourd'hui un véritable... Vous savez, il y a un indicateur aussi, qu'on le veuille ou non, qui est celui quand même du modèle économique, de la capacité de réussir, de l'accompagnement, de la qualité de vie, de la modernisation de nos entreprises agricoles, de l'accompagnement des jeunes à s'installer, du soutien à certaines filières, comme par exemple aujourd'hui tout ce qui est la filière élevage, production de lait, qualité, qui permet dans des circuits extrêmement courts de répondre là aussi à des attentes. Et le rôle de la commande publique qui est fondamental, qu'il faut simplifier, qu'il faut accompagner et qui répond beaucoup, là aussi, à vos attentes et à vos questionnements. Mais tout cela, ça veut dire qu'il y a un besoin de modernisation, il y a un choc de modernisation qu'il faut, et de réorganisation qu'il faut vraiment induire dans ce pays. Vous parliez des filières tout à l'heure, justement, l'organisation des filières, et j'étais assez étonnée de voir qu'il y avait une des solutions envisagées par Valérie Pécresse qui était de dire qu'il faut un choc de compétitivité. Et j'aimerais vous voir préciser ce point parce que pour moi, la compétitivité aujourd'hui ne doit pas être un sujet sur la transition écologique parce que comme la santé par exemple ou la sécurité des consommateurs n'est pas un sujet de compétitivité, il faut que tout le monde, toutes les entreprises bossent ensemble pour envisager une transition qui soit majeure. Moi, je dois aujourd'hui faire changer de mode de consommation des tas de consommateurs qui aujourd'hui aiment bien utiliser des lingettes jetables, qui aiment utiliser des produits, on utilise des mini-produits, des choses comme ça avec beaucoup de déchets. Et j'ai besoin au contraire que tous les acteurs aillent ensemble sur la notion de vrac, de réemploi des emballages. Et donc, ce n'est pas tellement une question de compétitivité, mais plutôt de coopération. Du coup, préciser cette idée de la compétitivité. Non, cette compétitivité, moi je ne crains pas de parler de compétitivité, par exemple, quand dans le monde agricole, dans le monde viticole, j'ai des viticulteurs qui me disent on a fait le choix, en 2025, de ne plus avoir d'herbicides. Je trouve que dans la compétitivité aujourd'hui qualitative, ça devient une nouvelle notion. On devient compétitif, parfois peut-être un peu plus cher, mais on n'est plus qualitatif. Toujours plus cher. Toujours plus cher. Ouais. Donc on apporte quelque chose aujourd'hui qui devient une valeur ajoutée dans notre capacité de vendre, dans notre capacité de convaincre que notre produit est plus vertueux, est meilleur. Et ce terme de compétitivité qualitative, je le trouve extrêmement intéressant et il doit être encouragé. Vous ne pensez pas qu'il pousse au greenwashing ? Non, ah non.
Pour l'avoir vécu dans d'autres entreprises, je peux vous dire que souvent, pour être compétitif, on va chercher le claim qui va être le plus green. Pour autant, le fond n'est pas travaillé parce qu'il y a un dilemme du prisonnier qui fait que comme c'est plus cher, on ne va pas au fond de l'innovation. Je trouve que c'est passionnant ce sujet-là parce que, par exemple, je reprends l'exemple de la viticulture. 25% en 2025, plus d'herbicides. C'est le cas chez moi. Ça veut dire que toute la chaîne de valeur doit être démontée. C'est le producteur, bien sûr. Mais derrière, ça veut dire qu'il va falloir mécaniser ce désherbage. Donc, on va recréer aujourd'hui une industrie autour de la mécanisation qui n'existait pas ou qui avait tendance à diminuer. On va être obligé de former des ingénieurs, des techniciens qui sont en capacité de mettre au point ces nouvelles machines de désherbage, voire de les entretenir sur le quotidien. On va être obligé finalement de convaincre dès le départ dans nos instituts de formation, nos lycées agricoles, nos écoles d'ingénieurs, de rentrer dans ces filières qui sont des filières d'avenir. Vous avez la réponse à tous vos sujets. Moi, je suis absolument persuadée comme vous que cette radicalisation, elle va avoir un effet très positif sur la chaîne de valeur. Mais il faut le faire tous ensemble. Mais bien sûr. Ce n'est pas une question de compétition, c'est une question d'organisation de notre écosystème. Non, quand je vous dis, je ne crains pas le terme de compétitivité, parce qu'il faut aussi le transformer de manière positive par rapport à ce qu'il peut apporter de bénéfique. La compétitivité, c'est plus une compétitivité financière, ça devient une compétitivité de la qualité, de l'esprit, de l'état d'esprit, de la transformation, de la rupture finalement entre un modèle ancien où il faut convaincre effectivement le consommateur, où il faut convaincre aujourd'hui pour nous lycéens qui doivent rentrer dans des nouvelles formations, et il faut convaincre toutes celles et tous ceux qui produisent au milieu vers qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Et moi j'en suis persuadé. J'en suis persuadé et je sais que Valérie est tout à fait dans cet état d'esprit. Au moment de la conclusion. je voulais proposer de tourner la conclusion plutôt vers vous, ou plutôt vous proposer d'amener la conclusion. Vous avez, comme je disais, en face de vous 2 chefs d'entreprise qui réfléchissent, se projettent dans tous ces sujets de vraiment transformation en profondeur depuis 6 mois. Et donc ils sont, on va dire, probablement plus avancés dans la réflexion que peut-être 99% des chefs d'entreprise. Sachant, avec ça, est-ce que vous aurez une question que vous voudriez leur poser sur là où ils en sont, sur... Comment est-ce que... Oui, ma question elle est très simple. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre celles et ceux qui ne sont pas dans votre démarche, qui est une démarche positive, simplement d'oser penser différemment? Moi, j'y arrive dans mon entreprise. Il faut pas se dans leurrer. votre entreprise. Dans mon écosystème de manière générale. C'est pour ça que je vous parlais au départ de cette claque climatique. Être conscient, tous ensemble, du même constat de départ, c'est la base. Et c'est pour ça que j'attends des politiques qui vont venir par la suite, qui soient en capacité de planifier cet essaimage d'une culture autour du risque climatique. Si tout le monde est au courant, tout le monde va se dire « Ok, c'est grave, il est temps de se retrousser les manches ». Et c'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui dans mon écosystème, c'est en apportant des données factuelles, le rapport du GIEC en version plus courte, la fresque du climat. Il y a énormément de sujets, d'outils aujourd'hui qu'on peut utiliser pour convaincre les gens. Et une fois qu'ils savent, ils ne peuvent pas faire autrement que de se mettre à travailler et en coopétition plutôt que compétitivité. Je parlerai plutôt de cette coopération pour le mieux, qui fait qu'en général, on a de bonnes idées et on se met à travailler ensemble. De mon côté, c'est alors effectivement la démarche, c'est une démarche de co-construction collective. Et donc le fait qu'ils sachent que je fais partie de ce collectif et qu'il y a tout un tas d'initiatives qui sont lancées, ça résonne beaucoup quand même chez les gens. Quasiment beaucoup de gens sont dans notre entourage sont quand même informés qu'il y a des dérèglements climatiques, voire le subissent au quotidien. En revanche, sur la priorisation et sur les mesures qui sont à prendre pour se faire, c'est vrai qu'il y a encore du scepticisme et une définition des priorités qui n'est pas toujours bien acceptée. L'idée, en tout cas, que j'ai, c'est de me dire, mais soyons exemplaires, montrons que ça marche, et vu que ça a du sens, ça va ringardiser les modèles qui sont focusés que sur une pure rentabilité financière. J'ai des comptes à rendre puisque j'ai un actionnaire et donc il faut bien que je justifie. J'ai des clients et mes clients sont beaucoup plus gros que moi. C'est des très grosses entreprises donc, qui n'ont pas forcément tous aussi ces mêmes priorités. Mais le fait que collectivement on embarque un mouvement et qu'on montre que c'est un modèle qui est vertueux et qui fonctionne, qui fait que l'entreprise se développe, embauche et développe des compétences qui permettent de rendre le numérique responsable,
du coup, ça embarque le mouvement et je l'espère en tout cas que ça va ringardiser des modèles qui ne sont pas calés là-dessus. L'écologie, c'est pas punitif. L'écologie, c'est une question de survie. Et à partir du moment où on le fait comprendre clairement aux gens, ils ont envie de s'y mettre. Ça parle à tous, oui.